Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre écoute des vidéos se passe bien aussi. Il nous reste une dernière notion de base à voir et c'est les trois grands types d'approches philosophiques en éthique. Trois grands types d'approches ou trois courants de fond qui ont structuré la pensée philosophique en Occident. Ces courants de fond-là, en philosophie, ont aussi influencé la culture et puisqu'ils ont influencé la culture, bien, on peut les entendre ou entendre de leurs considérations ici et là autour de nous, même lorsqu'on ne sait pas que ça vient de théories philosophiques. Donc, avoir un premier repérage par rapport à ces courants de fond-là, bien, va nous aider aussi à mieux discerner ces discours-là ou ces perspectives-là. Vous avez ça dans votre cahier de cours à partir de la page 12. Page 12 et 13, c'est les deux premiers courants déontologiques et téléologiques. Ensuite, il y a des exercices sur lesquels je vais revenir tantôt. Et ensuite, aux pages 18-19, là, vous avez le troisième courant, celui de l'éthique des vertus. On y va. Premier courant, c'est l'approche déontologique. Qu'est-ce que ça veut dire déontologique? Bien, ça vient du grec déon, qui signifie devoir. Donc, pas de surprise, si ça vient du grec déon qui signifie devoir, c'est une approche qui prend comme point de focalisation ce qui devrait être considéré comme des devoirs moraux ou des devoirs éthiques. Donc, dans ce type d'approche-là, on ne va pas s'intéresser aux conséquences au cas par cas. On essaie plutôt de voir ce qui devrait être. Donc, le devoir dans cette perspective-là, c'est la bonne manière de faire ou ce qui devrait être fait d'un point de vue éthique ou moral. Et non pas l'évaluation au cas par cas des conséquences. Dans ce type d'approche-là, pour les différentes théories qui vont être d'approche déontologique, dans ce type d'approche-là, on essaie de voir, dans le fond, comment est-ce qu'on peut justifier un devoir? Parce que la difficulté que vous voyez sans doute assez bien, c'est qu'évidemment, au sens courant, ce qu'on considère comme un devoir ou pas peut varier d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, mais peut aussi varier à l'intérieur même d'une société et peut même varier à l'intérieur d'une famille. Donc, dans les approches déontologiques, leur première tâche, c'est d'essayer de développer une méthode pour guider leur réflexion, pour essayer d'établir des devoirs. Et une fois qu'ils considèrent que tel comportement devrait être fait de manière éthique, eh bien, il s'agit de l'appliquer tout le temps. Dit autrement, dans ce type d'approche-là, déontologique, bien, la manière de faire a plus d'importance d'un point de vue éthique que l'atteinte simplement des résultats. Gagner, mais en trichant, est pas acceptable d'un point de vue de l'éthique déontologique. La manière de faire tricher est irrecevable du point de vue de l'éthique déontologique, même si le gain, la victoire peut être souhaitable. Le deuxième type d'approche qu'on retrouve, c'est des approches téléologiques. Téléo, ça vient du grec télos, et le grec télos, ça signifie but ou visée ou destination vers laquelle on veut se rendre. Donc, dans des approches téléologiques, il s'agit d'essayer de justifier ou de concevoir qu'est-ce qui serait le plus grand bien d'un point de vue éthique ou moral, et ensuite de faire une évaluation des conséquences face à différents choix pour voir, bien, dans telle situation, lequel des choix, dans les conséquences que ça engendre, nous rapproche le plus de cette conception d'un bien suprême ou du plus grand bien qui va servir d'objectif. Donc, c'est une approche qui est plutôt inversée par rapport à l'approche déontologique, au sens où ce qui compte, c'est l'objectif ou la visée éthique beaucoup plus que la manière de faire. La manière de faire
a une certaine importance dans des approches téléologiques, mais c'est toujours au cas par cas. Donc, il n'y a pas un devoir dans ces approches-là qui devrait toujours être fait, mais c'est une évaluation des conséquences pour voir est-ce que ça nous rapproche d'une conception d'un bien très grand qui doit avoir été justifié ou identifié avant, qui doit être valable d'un point de vue éthique, évidemment, pour que ce soit encore une perspective éthique. À ce moment-là, ce qui compte, c'est davantage les conséquences, est-ce qu'elles nous rapprochent ou non de cette conception du bien. Et c'est pour ça que souvent, on va aussi entendre l'expression d'approche conséquentialiste. Donc, dans les approches téléologiques, des fois, on va parler d'approche conséquentialiste dans la mesure où c'est des approches qui essaient d'évaluer des conséquences. On peut retrouver dans ces approches-là des approches plus individuelles. L'épicurisme, par exemple, que vous avez probablement vu en Philo 1, mais on peut voir aussi des approches plus collectives, et c'est le cas de l'utilitarisme qu'on va voir ici. Donc ça, c'est les deux premières perspectives ou types d'approches téléologiques, essayer de déterminer qu'est-ce qui serait un bien, ensuite évaluer les conséquences au cas par cas. La théorie philosophique qu'on regardera plus en détail pour la décortiquer, voir ses justifications, ses critiques, c'est l'utilitarisme. L'autre type d'approche, approche déontologique, c'est la manière de faire. Et là, les théories qu'on regardera plus en détail, ça va être l'approche de Kant, la morale du devoir de Kant, et aussi la théorie de la justice de Rawls, mais qui là sera dans une perspective un peu plus particulière, ça va être par rapport à la gestion sociale ou politique. Qu'est-ce qui devrait être accordé comme liberté aux individus, qu'est-ce qui devrait être fait dans la gestion des inégalités. Ensuite, le troisième type d'approche, c'est ce qu'on appelle les approches des vertus. Dans les approches des vertus, il s'agit de voir quelle habitude de vie, quel type de comportement peut être considéré comme vertueux. Le mot vertu est moins employé de nos jours, il nous est peut-être moins familier, mais la vertu, c'est le contraire du vice. Probablement que vous avez peut-être plus, il est peut-être plus probable que vous ayez déjà entendu l'expression d'une personne vicieuse, donc on sait que c'est quelque chose de mauvais, néfaste, donc qui nous amène vers le vice, quelque chose de mal. La vertu, c'est l'inverse, le comportement vertueux, c'est dans le fond des valeurs qui s'incarnent dans des comportements qui pourraient être considérés comme bonnes valeurs. Dans les approches des vertus, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer de développer, dans le fond, des bonnes vertus, des bonnes qualités morales dans nos comportements. Donc, ce ne sera pas une manière de faire qui devrait toujours être appliquée, comme dans l'approche déontologique. Ce n'est pas non plus une évaluation des conséquences au cas par cas, mais c'est plutôt des habitudes qui tendraient vers de bonnes qualités morales. Et habituellement, dans ces approches-là, c'est des recherches d'équilibre qui vont servir à essayer d'identifier ou de délimiter des vertus. C'était l'approche d'Aristote, par exemple. Si on prend la vertu ou la qualité morale du courage, bien le courage va se retrouver entre la lâcheté et la témérité. Donc, pour qu'il y ait du courage, il doit pouvoir y avoir une prise de risque. Sinon, on n'a pas besoin de dire qu'on est courageux s'il n'y a aucun risque. Le risque n'est pas nécessairement pour notre vie, mais ça peut être le risque de faire rire de nous, d'être mis à l'écart, d'être mal vu, etc. Mais il doit y avoir un certain risque pour avoir besoin de courage. Mais en même temps, le risque, ça ne peut pas être non plus déconsidéré. Si quelqu'un se jette en bas d'un pont, on ne va pas dire « Oh, c'était courageux », on va juste dire « Non, c'est une mauvaise idée », parce qu'on sait que ça va mal finir. Dans les approches des vertus, donc il s'agit, dans notre développement, notre quotidien, d'essayer de développer des habitudes de vie qui correspondent à des vertus comme le courage, comme la bienveillance, comme la patience. À ce moment-là,
Bien, il s'agit d'essayer de voir autour de nous des exemples, dans le fond, de vertus qui peuvent servir de modèle. Une difficulté qu'on peut anticiper assez bien, c'est qu'il n'y a pas d'être humain parfait. On a tous nos défaillances, on a tous des comportements qui sont par moments décevants, pas à la hauteur. Et ça, c'est une limite ou une difficulté dont les philosophes, même dans l'Antiquité, étaient conscients. C'est comment essayer de concevoir les vertus, les qualités morales, la patience, par exemple, si on a de la difficulté à observer des gens qui pourraient vraiment, à nos yeux, de façon légitime, véridique, incarner réellement la patience, incarner vraiment la bienveillance, incarner vraiment le pardon, incarner vraiment l'écoute, être compatissant, etc. Donc, dans les approches des vertus, il va s'agir de réfléchir sur justement ces qualités morales-là. Si vous voulez un exemple, une illustration, dans votre cahier à la page 19, il y a un texte qui s'intitule Si de Kipling, qui est un écrivain anglais. Donc vous pouvez lire ce court texte-là. Puis là-dedans, il y a une approche où il cherche un équilibre entre des opposés. Donc comme norme de vie. L'approche des vertus, on ne l'examinera pas dans le détail pendant la session, non pas parce que ça ne serait pas intéressant, ça serait intéressant, mais on ne l'examinera pas en détail pour une contrainte plus pédagogique, je dirais. C'est que quand on va arriver dans les dissertations, il s'agit d'appliquer des théories éthiques et étant donné que l'approche des vertus, si on veut réellement la prendre au sérieux, là, pas juste en faire un peu un schéma qui pourrait être un peu caricatural, si on veut la prendre au sérieux, ben c'est dans le quotidien qu'il doit avoir un suivi qui, évidemment, c'est pas le contexte d'un cours de philo avec des dissertations. Les deux autres types d'approches vont parfois avoir les mêmes positions sur des problèmes éthiques, mais parfois et assez fréquemment, ces approches-là vont pouvoir être en opposition, étant donné que l'approche déontologique met surtout l'accent sur ce qui devrait être fait, la manière de faire, alors que l'approche téléologique ou conséquentialiste met surtout l'accent sur l'évaluation au cas par cas. Donc, pas nécessairement l'application d'un devoir qui serait là tout le temps. Un exemple qu'on retrouve chez les utilitaristes, parfois, qui constitue une perspective téléologique ou conséquentialiste, c'est que, par exemple, ils vont dire, bien, supposons qu'il y a des mineurs, des travailleurs dans une mine, et que les travailleurs dans la mine, tout d'un coup, sont coincés, il y a eu un effondrement, et qu'on n'a pas le temps de creuser, ils vont manquer d'oxygène. Un individu essaie de sortir, reste coincé, il y en a 99 qui sont encore dans le fond de la mine. Puisqu'on n'a pas le temps de creuser, supposons qu'on veut dynamiter, mais qu'en dynamitant, on va tuer la personne qui est coincée. Bien, dans les approches conséquentialistes, ils vont dire à ce moment-là, c'est mieux de sacrifier une vie pour en sauver 99 autres. Alors que dans une approche déontologique, on va se dire on ne peut pas accepter de sacrifier une vie. Je ne vais pas plus loin dans les caractéristiques des types d'approches. On va voir les théories éventuellement, donc ça va permettre de mieux voir les nuances en prenant des théories spécifiques qui ont ces types d'approches-là. Mais ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais regarder les exercices que vous avez dans votre cahier. Donc ici, vous pouvez mettre pause pour aller faire les exercices et vous avez ça à la page 14 et 15. Il y a deux extraits de lettres qui se répondent, dans le fond. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder dans la première lettre, est-ce que c'est plus une approche déontologique ou téléologique, et la deuxième lettre, c'est laquelle des approches. Ensuite, c'est un peu le même principe, page 16, page 17 aussi. Là, il y a différentes mises en situation, donc je vous demande de regarder dans les raisonnements qui sont présentés là, page 16 et 17,
Est-ce que c'est des raisonnements qui mettent davantage l'accent sur le déon, le devoir, ce qui devrait être fait, ou est-ce que c'est des approches qui mettent davantage l'accent sur la recherche, dans le fond, de conséquences par rapport à leur conception de ce qui doit être recherché. Donc, vous pouvez mettre pause pour faire les exercices, ensuite remettez play, puis je regarde ça avec vous. Le premier exercice qui est aux pages 14 et 15, donc c'est deux extraits de lettres de Francis Dupuis-Déry, qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM, et de sa sœur Catherine Déry, qui est officier logistique au sein des forces canadiennes, forces armées canadiennes. Donc, c'est deux extraits de lettres dans lesquels ils se répondent, qui sont adressés à l'un et à l'autre. Donc, il s'agit de voir si laquelle des deux lettres a une perspective plus déontologique, c'est davantage la manière de faire, et laquelle des deux lettres a une perspective plus téléologique ou conséquentialiste, où c'est l'évaluation des conséquences. Le premier extrait, donc en A, l'extrait de la lettre de Francis Dupuis-Déry, c'est une approche qui est davantage déontologique, c'est davantage la manière de faire. Lorsqu'il va dire, par exemple, vous allez aller là-bas pour essayer d'établir la paix, mais en faisant la guerre, combien de vous vont devenir des meurtriers? Donc, c'est beaucoup la manière de faire. Il va souligner aussi que dans l'armée, il y a un esprit de corps. Il va dire, est-ce que cette manière de faire-là est juste? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt sortir de cette approche-là? Donc, c'est vraiment dans la manière de faire. Donc, il présuppose que la guerre est nécessairement une mauvaise manière de faire, est nécessairement injuste. Et en B, deuxième extrait, donc la lettre de sa sœur, Catherine Déry, la réponse. Là, c'est une approche qui est davantage téléologique ou conséquentialiste. Donc, c'est le point de vue déterminé en vertu des conséquences, d'une évaluation des conséquences. Lorsqu'elle va dire, bien, comment aider ces gens-là? Est-ce que ça les aide vraiment si on reste chez nous? Comment les aider? Donc, en intervenant, il y a des implications pour essayer d'établir plus de démocratie, plus de liberté d'expression, etc. Donc, elle va essayer de mettre de l'avant plutôt des conséquences qui découlent et non pas simplement le principe général en tant que tel. Remarquez qu'ici, le contraste entre les deux perspectives aide à un peu mieux saisir pourquoi souvent, dans un problème éthique, c'est pas simplement le bien qui affronterait le mal, mais c'est souvent plus subtil ou plus ambigu que ça. C'est souvent sous forme de considérations différentes de ce qui nous semble éthiquement bien que ça se présente. Donc, c'est plus une question ici de perspective adoptée qui fait qu'il y a divergence sur le point de vue éthique. Deuxième exercice qu'on retrouve donc aux pages 16 et 17. Donc, c'est le même principe. Il s'agit d'identifier est-ce que c'est des approches davantage déontologiques, la manière de faire, ou téléologiques, les conséquences qui sont évaluées. Au numéro 1, c'est une approche conséquentialiste ou téléologique. Donc, ça semble, donc c'est le raisonnement où il est question de parler ou non de l'environnement sur les médias sociaux. Donc, on va dire que c'est une mauvaise chose parce que ça n'améliore pas la condition pour l'environnement, mais en plus, il y a des effets néfastes. Donc, c'est vraiment tout ce qui est mentionné dans ce numéro-là, c'est en fonction d'une évaluation des conséquences. Est-ce que c'est efficace ou pas en vertu de l'objectif recherché qui est la préservation de l'environnement. Donc, la prise de position ici est faite en vertu d'une efficacité. Ça rencontrerait mal l'objectif de préserver l'environnement, d'en parler simplement sur les réseaux sociaux. Donc, si vous lisez le numéro 1, c'est surtout des conséquences qui sont évaluées là-dedans. Numéro 2, là, c'est une approche qui est davantage déontologique sur la manière de faire. Ce qui est mentionné au début, c'est davantage des considérations d'ordre
téléologique ou conséquentialiste, quand il va dire on nous a reproché de reconnaître, on nous a reproché que c'était peut-être pas efficace, on nous a reproché que ça allait peut-être nuire. Mais ensuite, quand il va dire peut-être, mais il reste que, là, c'est la prise de position de la personne qui parle, et ce qui suit ici, c'est qu'il va rejeter les considérations d'ordre conséquentialiste ou téléologique qui avait été évoqué au début pour mentionner une manière de faire. Il va dire c'est mieux un mauvais calcul, même si ça nous désavantage au niveau des conséquences, que de le faire au détriment de ce qui est valable en soi. Donc, c'est au niveau de la manière de faire, donc c'est déontologique. Troisième numéro, c'est téléologique ou conséquentialiste. Là aussi, c'est une évaluation des conséquences. Donc, ce n'est pas la manière de faire où on devrait, par exemple, intervenir à chaque fois qu'un client, ici, enfreint la loi, mais il va dire, ben, c'était plus profitable de ne pas intervenir de façon systématique pour avoir plus d'informations et démanteler le réseau au complet. Donc, c'est en vertu, dans le fond, de conséquences plus grandes qui sont recherchées que la décision va être prise. Et quatrième, dernier numéro, là c'est téléologique aussi ou conséquentialiste. Donc c'est la personne qui s'exprime ici va dire il n'y a pas vraiment de différence entre ne pas intervenir si une personne se noie devant nous et ne pas intervenir si quelqu'un meurt de faim au loin de nous, dans la mesure où on peut intervenir dans les deux cas et que les conséquences sont les mêmes dans les deux cas. Donc ici, il s'agit de voir au niveau de l'évaluation des conséquences. Si les conséquences sont les mêmes, donc le choix d'intervenir ou pas a la même valeur éthique ou morale de ce point de vue-là, du point de vue donc de l'évaluation des conséquences. Donc tout ce qui est dans ici le raisonnement au numéro 4, c'est des considérations sur les conséquences.